الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Jean-Marc Ayrault était aujourd'hui de retour au Liban, tout sourire. Le ministre français des Affaires étrangères s'est félicité du retour de la stabilité politique au Liban. Il s'est entretenu ce matin avec le président de la République, puis le Premier ministre Saad Hariri au Grand Sérail. Le Premier ministre à qui il a apporté tout son soutien dans la tâche difficile qui l'attend, celle notamment de préparer les élections législatives ainsi qu'une loi électorale. On écoute tout de suite Jean-Marc Ayrault. France, ami fidèle du Liban, veut le démontrer chaque jour et je suis venu apporter tout mon soutien au Premier ministre qui a une tâche difficile, mais avec son gouvernement qui prépare la déclaration ministérielle, qui aura modifié la loi électorale et préparé des élections, mais aussi tout faire pour que maintenant que la situation politique est stabilisé au Liban, tout faire pour assurer le développement de ce pays et aussi sa sécurité. Le Liban est le pays qui bénéficie dans cette région de la plus grande aide de la France et nous allons continuer. Et nous voulons aussi tout faire pour que le Liban reste en dehors du conflit syrien. Et puis, en même temps, être aux côtés du Liban dans sa lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons aussi que le Liban puisse poursuivre son dialogue avec les pays voisins, et en particulier avec l'Arabie Saoudite, avec les pays du Golfe, avec l'Égypte, mais aussi bien sûr avec l'Iran. Et la France, dans la situation qui est la sienne, veut continuer à être un facilitateur. Mais je pense que le climat est favorable, même s'il y a quelques gouttes de pluie aujourd'hui. Je pense que le soleil se lève à nouveau sur le Liban et c'est un bon signe, c'est un signe prometteur. Merci. Pendant ce temps, de nouveaux accrochages ont éclaté à Ain el-Helloué entre le Fatah et le groupe Jound al-Sham. Ces heurts ont éclaté durant les funérailles de Samer Hamid et Mahmoud Abdel Karim Saleh, deux hommes tués il y a quelques jours dans des échanges de tirs. Les militants Fatah et des groupes islamistes radicaux se sont affrontés à coups de tirs d'artillerie lourde et de mortiers. Des habitants ont dû quitter leur maison. Ils appellent les responsables à les secourir et à mettre un terme aux violences. Washington dément que le Hezbollah ait utilisé des véhicules destinés à l'armée libanaise. C'est ce qu'a prétendu une source militaire israélienne. Des images diffusées en novembre montraient des combattants du parti à bord de blindés américains M113 lors d'un important défilé militaire à Qousser. Mais selon le porte-parole du département d'État, John Kirby, une analyse de la structure de ces véhicules montre qu'ils n'appartiennent pas à l'armée libanaise. L'armée libanaise qui, je cite John Kirby, conserve un bilan exemplaire concernant l'équipement américain et reste un partenaire précieux dans la lutte contre le groupe État islamique et les autres extrémistes. Le groupe État islamique qui a revendiqué 3 attentats suicides à la voiture piégée près de Mossoul. 15 civils et 8 policiers irakiens ont été tués dans cette explosion dans un faubourg de l'est de la ville. Ces voitures piégées ont explosé sur un marché, a déclaré l'armée. Selon l'armée, c'est Khokhjadli, faubourg repris par les troupes irakiennes il y a 2 mois, qui a été pris pour cible. Les forces irakiennes alliées à des combattants kurdes et des miliciens chiites encerclent actuellement Mossoul, le dernier gros bastion urbain de l'État islamique en Irak. Sur un autre front, les évacuations touchent à leur fin à Alep. Une trentaine d'observateurs de l'ONU sont sur place dans la partie est pour superviser la phase finale des opérations d'évacuation. Au moins 4000 rebelles ont dû quitter les lieux. La Croix-Rouge internationale espère terminer demain cette opération, à l'issue de laquelle le régime pourra proclamer la reconquête totale de la 2e ville de Syrie. Sandrine Gomez et Ludovic de Foucault.
Au pied des autocars, des civils désorientés, même si malgré le froid et la tempête de neige, c'est le soulagement après de longs jours d'incertitude. À Rachidine, une dizaine de bus en provenance d'Alep sont arrivés ici mercredi, en fin d'après-midi. Depuis une semaine, selon le CICR, près de 30 000 civils et insurgés épuisés ont atterri dans la région d'Idleb en zone rebelle. Des évacuations qui se poursuivent à la nuit tombée, après une interruption de 24 heures. Un retard dû selon l'armée syrienne à la nécessité de synchroniser les sorties d'Alep avec celles des villages chiites de Foua et Kafraya. Il y avait un accord qui devait être respecté par l'autre partie. Nous avons rempli notre part de l'accord, mais pas eux. Et c'est pour ça que nous avons dû suspendre les opérations jusqu'à ce qu'ils remplissent leur part de l'accord. Foua et Kafraya, des localités pro-régime assiégées par les rebelles dans la province d'Idleb. Ces dernières heures sur ces images, des scènes d'adieu et des bus chargés de civils. Selon l'agence officielle, mercredi, 4 bus et 2 ambulances ont pu quitter ces villages. Un nouveau feu vert pour une évacuation au compte-gouttes à Alep. Selon le CICR, au milieu des ruines et du froid, plusieurs milliers de personnes attendent encore d'être transférées. Une ville quasi reconquise par les forces du régime de Bachar al-Assad. Une fois les derniers insurgés partis, l'armée a déjà annoncé la suite selon ses propres termes, nettoyer la zone. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. La police allemande a mené des perquisitions dans plusieurs villes du pays. 4 arrestations, mais le suspect lui court toujours. On en sait un peu plus sur son identité. 3 jours après l'attentat meurtrier au poids lourd sur un marché de Noël de Berlin, un Tunisien de 24 ans a été identifié. Il se prénommerait Anis Amri. L'avis de recherche précise que l'individu est très dangereux et susceptible d'être armé. Ils auraient dû mettre des barrières avant, quand les marchés de Noël ont ouvert à la fin novembre. C'est trop dangereux. À la télé, j'ai entendu un Anglais qui disait qu'à Birmingham, ils avaient des bornes en béton pour protéger les rues, pour que rien ne se passe. Mais ici, c'était vraiment facile d'arriver en voiture. Vous savez, ici nous avons beaucoup de cibles faciles et peut-être que jusqu'à maintenant nous n'y avions pas réfléchi assez fortement en termes de protection, mais vous savez, quand on commence à vraiment se protéger, eh bien tout change. Au Mexique, le bilan de l'explosion sur un marché s'alourdit à 33 morts et alors que de nombreuses victimes n'ont pas encore été identifiées, les familles attendent toujours des nouvelles des disparus. Une attente interminable et beaucoup de questions. 2 jours après le drame, la plupart des familles des victimes sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Certaines tentent d'obtenir des réponses à la morgue de la ville, en vain. D'autres encore exigent d'accéder au site du drame, mais les autorités en bloquent l'accès. Mes frères, mes oncles, on est tous dans des hôpitaux différents. On s'est dit que comme ça, on aurait peut-être des informations plus rapidement. La plus grande angoisse, c'est de ne pas savoir s'ils sont vivants ou morts. Jusqu'à présent, on n'a eu aucune réponse des autorités. L'origine de l'explosion est encore inconnue. D'après des témoins, c'est le départ d'une fusée sur l'un des étals qui en serait à l'origine. D'autres parlent d'une petite bombe de la taille d'une balle de tennis. Mais du côté des autorités, rien n'a encore filtré. Enquêteurs et médecins légistes poursuivent leurs recherches dans les décombres calcinés du marché. Sur les 59 personnes blessées, 47 sont toujours hospitalisées, mais seuls 14 corps ont été identifiés. 8 mineurs font partie des victimes. En leur mémoire, le président mexicain Enrique Peña Nieto a observé 1 minute de silence lors d'une visite prévue de longue date dans un hôpital du centre du pays. En septembre 2005, le marché de Tultepec avait déjà été ravagé par un incendie provoqué par l'explosion de feux d'artifice. L'année suivante, un autre incendie avait détruit plus de 200 stands, cette fois sans faire de victimes. Fin de l'alerte rouge à la pollution à Pékin. La capitale chinoise a pu lever les restrictions imposées par les autorités depuis près d'1 semaine. Dans d'autres régions du nord du pays, la qualité de l'air reste encore mauvaise. Juliette Lacharnay.
Le ciel est enfin redevenu bleu sur Pékin. Ce jeudi, le trafic a pu reprendre normalement dans la capitale chinoise, soumise à la circulation alternée depuis près d'une semaine. Un pic de pollution qui a durement frappé Pékin ainsi qu'une vingtaine de villes, elles aussi soumises à de nombreuses mesures d'urgence imposées par les autorités, comme la fermeture des écoles et l'arrêt des usines. Parmi elles, Shijiazhuang, la ville la plus touchée qui était toujours enveloppée ce mercredi dans un épais brouillard. Une situation qui exaspère les habitants. Si je sors sans masque, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer et je tousse. Ça peut avoir de lourdes conséquences pour nous. Les particules provoquent un cancer. C'est pire que de fumer. Et pourtant, le gouvernement ne fait rien. C'est ici, dans cette ville de 11 millions d'habitants, que les compteurs de pollution ont littéralement explosé, dépassant par endroits 1000 microgrammes par mètre cube selon l'agence gouvernementale Chine Nouvelle. Des pics de pollution récurrents, dus en majeure partie à la combustion du charbon dans la province industrielle qui entoure Pékin. Ce mercredi, le président chinois Xi Jinping a appelé à utiliser les énergies propres autant que possible dans le nord de la Chine, qui avait décrété sa première alerte rouge en décembre 2015. Selon le Bureau national météorologique, l'arrivée de vents froids a permis de dissiper le nuage toxique de pollution qui s'est étendu sur près de 2 millions de kilomètres carrés autour de Pékin pendant près d'une semaine. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Jean-Marc Ayrault, en visite de 48 heures au Liban, le ministre français des Affaires étrangères a félicité un à un les responsables pour le retour de la stabilité politique dans le pays. Il a apporté tout son soutien à Saad Hariri pour préparer les élections législatives et une nouvelle loi électorale. Les évacuations touchent à leur fin à Alep. Une trentaine d'observateurs de l'ONU sont sur place pour superviser la phase finale des opérations. 4000 rebelles ont dû quitter les lieux. En Irak, le groupe État islamique revendique 3 attentats suicides à la voiture piégée. 15 civils et 8 policiers irakiens ont été tués dans cette explosion dans un faubourg de l'est de Mossoul. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء